dans un système d'information et c'est la base de l'authentification de n'importe quelle de nos applications. Voilà. Donc c'est important de savoir comment ça marche et puis de pouvoir être un peu autonome en fait, sur ces technos-là et de ne pas avoir obligatoirement à faire à Active Directory dès qu'on veut gérer des utilisateurs et des groupes. Donc moi, mon objectif, là, c'est de vous montrer un peu les... Donc évidemment, tout ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est du logiciel libre, hein, sinon c'est de l'arnaque. Et de vous montrer que on a pas mal de choses dans le monde du libre pour mettre en place un annuaire et un SSO. Et s'il y en a qui ont lu la description, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Fusion IAM, qui est un petit peu un projet chapeau qui permet de déployer de manière un peu one-shot la totalité des briques d'un projet de gestion d'identité. Voilà. Donc pour revenir à qui je suis, donc moi je travaille pour une société qui s'appelle Vortex. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de Vortex? Ah, c'est bien. On n'est pas du tout implanté dans le sud-ouest, etc. Moi je suis basé à Lyon, la plupart des gens de la boîte sont en région parisienne. Voilà, on a quelques clients ici, mais on n'est pas très connu encore au pays de la chocolatine. Voilà. J'ai pas fait de bêtises, c'est bon? Ça va. Et moi, je travaille essentiellement sur des produits open source qui s'appellent Lemon LDAP, LDAP Toolbox, etc. Donc tout ça, on va en parler pendant une heure. Le plus connu, je pense que c'est Lemon LDAP. Qui connaît Lemon LDAP? Ah, il y a un peu plus de monde. Ok. Voilà. Et à titre personnel, je fais de la musique. Alors, j'ai des CD à faire gagner, là. Voilà. Voilà. Donc, je vais peut-être vous poser des questions et puis peut-être que j'enverrai des CD. Voilà. C'est de la musique open source aussi. Voilà, c'est de la musique libre. Voilà. Donc, je fais du tout le temps. Bon, voilà. Donc, si vous auriez marre de l'informatique, vous pouvez regarder d'autres choses. Et puis, très rapidement, quand même, quelques mots sur Vortex. Société d'expertise en open source. On fait essentiellement de l'infrastructure. Et on est contributeur d'un certain nombre de briques, essentiellement la partie identité. Voilà, ça je vous passe rapidement. Là, je disais qu'on essaie de trouver des alternatives à des gros trucs propriétaires. Donc on a une suite collaborative pour faire un équivalent de Google Workplace ou Office 365. Donc ça passe avec des... On a fait le choix de BlueMind, que vous connaissez certainement, hein, qui est une boîte de la ville, donc, voilà. Donc BlueMind, Nextcloud, RocketChat, Matrix, enfin bref, tous ces composants-là, avec évidemment un portail SSO qui est Lemon LDAP, puisque le but du jeu, c'est de pouvoir se balader dans sa suite collaborative de manière authentifiée. Donc bon, il y a un peu d'identité. Et puis WIDAS, il y en a qui connaissent Okta, par exemple, ou Azure AD, Entra ID. Tout ça sont des plateformes d'identité as a service qui permettent de gérer dans le cloud ces utilisateurs, ces groupes et de connecter des applications. Donc on a fait exactement la même chose, mais avec des logiciels libres. Et Wapla qui est vraiment de l'infra, Kubernetes, etc. Bon, ça, j'y connais rien, donc je m'arrête là. Et on vient de sortir une offre d'hébergement. Voilà, donc c'est pareil, plus besoin d'aller chez Amazon. Alors on n'a pas autant de serveurs que Amazon. Mais en fait, on a investi dans 3 data centers et on a toute une couche. Voilà. On a à la fois le matériel et tout le logiciel qui permet en fait, d'héberger les applications et open source, jusqu'au firewall. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce qu'on fait dans la vie. Et si je vous ai convaincu, on recrute. Voilà. N'hésitez pas. Mais comme beaucoup de boîtes en ce moment, donc, si ça vous plaît un peu l'infrastructure open source, n'hésitez pas à postuler. Voilà, donc on va parler de gestion des identités et des accès. Alors, c'est vraiment pas le sujet le plus sexy du monde. Généralement, quand je parle de IAM, tout le monde connaît le groupe de rap, mais pas grand monde sait que c'est Identity and Access Management. Bon, donc ça, c'est un terme assez générique, et je vais vous présenter là un petit peu de manière un peu théorique, qu'est-ce qu'on entend, nous, par la gestion d'identité et des accès. La première chose, c'est le cycle de vie d'identité. Ça, c'est bateau, mais en fait, c'est la clé en fait, de la sécurité dans une organisation, c'est de savoir qui en fait, fait partie de mon organisation, donc qui j'ai embauché, mais surtout qui est parti, et donc qui n'a plus le droit en fait, d'accéder à mes outils. Voilà, donc, mais entre les deux, bon, donc la phase 1 et la phase 4, c'est j'arrive, je repars. Mais pendant que je suis dans la société, mon identité, elle n'est pas figée. C'est-à-dire que
Voilà. Bon, soit vous restez 3 mois dans chaque boîte, et auquel cas, effectivement, vos attributions ne changent pas beaucoup, soit vous avez un parcours et vous restez plusieurs années en fait, au sein de votre organisation. Certainement que vous n'allez pas faire les mêmes choses, que vous n'allez pas avoir les mêmes droits, accéder aux mêmes applications, etc. etc. Et d'autre part, évidemment, que vous avez besoin d'avoir la main un minimum sur un certain nombre d'informations qui vous concernent dans le système d'information pour pouvoir travailler. Donc la gestion du cycle de vie de l'identité, c'est ça, c'est d'avoir les outils, on va décrire un petit peu plus techniquement après ce que sont ces outils-là, mais d'avoir des outils, des process qui nous permettent de dire, OK, cette nouvelle personne est arrivée, elle va avoir un compte, elle va avoir un mot de passe, elle va pouvoir réinitialiser son mot de passe, elle va pouvoir changer son numéro de téléphone, elle va pouvoir demander à être inscrite à un groupe, elle va pouvoir accéder à telle application, elle va changer de manager, elle va changer de service, patati patata, et tout ça, ça doit être reflété dans ce qu'elle peut faire au sein du système d'information. Bon, déjà, vous avez compris que ce n'était pas simple, parce que j'ai mis 4 phrases et je n'ai pas retenu ma respiration. Donc oui, c'est compliqué. La plupart du temps, quand on est dans des toutes petites organisations, tout ça est fait manuellement. C'est-à-dire qu'il y a l'admin en fait, qui va aller te mettre dans un groupe, aller te créer un compte dans une application, etc. On imagine bien qu'au-delà de 10 personnes, c'est plus gérable à la main. Ou alors vous avez beaucoup de mains. Et qu'il faut trouver des outils et d'automatiser. Et donc, il va falloir aussi réfléchir à des règles de gestion. Voilà. De dire, moi, dans mon organisation, si je suis un système bancaire, il y en a qui se souviennent de Jérôme Kerviel. Bon, Jérôme Kerviel, en fait, il avait changé de poste, mais ils n'avaient pas enlevé ses droits en fait, du poste d'avant. C'est-à-dire qu'il était capable de donner des ordres bancaires et de valider les ordres bancaires, parce qu'il avait encore les deux profils. Bon, il s'est fait choper, mais quand même, ils ont mis un petit peu de temps avant de trouver qu'il n'avait peut-être pas été... voilà. Donc ça peut avoir un impact financier quand même, la gestion d'identité. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte d'avoir au moins une vue en fait, et des process pour le faire. Le deuxième gros concept, c'est le SSO. Alors SSO, ça veut dire... Ok. Qui veut en CD? Allez, j'en balance. Hop. Très bien. SSO, ouais, donc Single Sign-On. Donc là, le but du SSO, c'est de ne pas s'authentifier à chaque fois sur chaque application. Alors ça veut dire beaucoup de choses. Des fois, les gens ils disent « Ok, j'ai un annuaire, donc j'ai un login mot de passe unique, et donc je fais du SSO parce que j'ai que le même mot de passe que je tape partout. » Mais ce n'est pas vraiment du SSO, ça. Donc le SSO, c'est vraiment de dire « Je vais m'authentifier à un endroit ». C'est ce qu'on appelle un portail d'authentification. Et nous, là, dans notre conf de ce matin, on va parler vraiment du monde web. C'est-à-dire qu'on peut avoir du SSO où on va s'authentifier quelque part et pouvoir accéder à plein d'applications web et non web. Aujourd'hui, il se trouve qu'on n'utilise quasiment plus d'applications non web et que même ces applications non web, elles commencent à utiliser des protocoles HTTP pour faire de l'authentification. Donc on va considérer qu'aujourd'hui, quand on parle de SSO, on parle de web SSO. Et donc l'objectif, effectivement, c'est de s'authentifier une fois sur un portail et d'aller envoyer des jetons de confiance aux applications. Et les applications vont dire « Ah ce jeton-là, je le connais, et donc je vais pouvoir récupérer l'identité de l'utilisateur sans lui demander lui-même de rentrer son mot de passe. » Ça, c'est super, parce que moi, en tant qu'utilisateur, ça m'évite à rentrer mon mot de passe, même si mon mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, mais je n'ai pas envie de le rentrer à chaque fois que j'ai son application. Et deuxièmement, on va pouvoir aussi tracer un petit peu plus ce qui se passe. C'est-à-dire que comme à chaque fois que j'accède à une application, je vais demander un jeton à un serveur central pour accéder à cette application, je peux déjà savoir qui accède à quoi. Et deuxièmement, je peux aussi gérer du contrôle d'accès. Voilà. Donc l'access management, c'est aussi de dire « Ah oui, mais toi tu es stagiaire, peut-être que tu n'as pas le droit d'accéder à l'application de finance, par exemple. » Et ça, si on n'a pas en fait un endroit où je peux contrôler qui accède et qui demande des jetons pour des applications, je ne pourrais pas le mettre en place. Donc le SSO, en fait, derrière, va amener l'access management. Et puis, la dernière grande notion, c'est les second facteurs. Alors 2FA, MFA, multifacteur, etc. Ça fait quelques années qu'on en parle, mais on sent là que c'est quand même vachement à la mode. Ce n'est pas autant à la mode que l'intelligence artificielle. Voilà. J'ai casé le mot intelligence artificielle, donc ça c'est bon. Mais c'est quand même à la mode parce qu'évidemment, on doit renforcer son authentification. Le mot de passe, on sait ce que ça vaut. Ce n'est pas forcément le processus le plus robuste.
Ceci dit, pour pouvoir mettre en place du second facteur, on comprend bien que je ne vais pas demander du second facteur sur chaque application à laquelle j'accède. Donc le SSO est vraiment un préalable, c'est-à-dire qu'il va falloir que je m'authentifie à un endroit, et une fois que j'ai un endroit où je m'authentifie, là où je demande un login mot de passe, je vais pouvoir facilement dire je demande un login mot de passe, et je vais te demander une preuve supplémentaire pour renforcer en fait ton authentification. Donc si l'authentification est unique, c'est beaucoup plus simple de renforcer l'authentification. Voilà. Deuxièmement, effectivement, le fait de ne pas avoir à s'authentifier sur chaque application, c'est-à-dire que mon mot de passe, il ne va pas se balader en fait. Je ne vais pas avoir à l'envoyer à plein de gens. Je ne l'envoie qu'à un seul service, qui est le portail d'authentification, qui lui, on va dire, on a fait à peu près le boulot pour sécuriser en fait les échanges et faire en sorte qu'il n'y avait pas d'attaquants qui récupèrent les infos. Pour ça, j'imagine que vous connaissez du TOTP, des clés, etc. Il y en a qui ont des clés FIDO2 physiques là, sur leur porte-clés. C'est bien, hop, un CD, hop, un CD, bravo. Voilà, là la mode c'est WebAuthn, FIDO2, etc. Donc là, ça marche très bien. Et donc dans les produits là, dont je vais parler, dans les modèles d'app, on est compatible FIDO2. Voilà. Ça, c'est les concepts. Et autre chose, c'est les protocoles. Alors là, c'est pareil, il y a peut-être des gens, il y en a qui connaissent CAS. Ouais. Ils s'attendent à avoir un CD et j'en ai pas envoyé. J'en ai que 4. CAS, c'est le premier des protocoles un peu qui est né au début des années 2000, donc Central Authentication Service. La confusion qu'on a beaucoup, c'est que CAS, c'est à la fois le nom du protocole et le nom d'un logiciel. Pour ceux qui l'ont installé il y a longtemps, ça s'appelait Jazik CAS, maintenant ça s'appelle Apereo CAS. Mais en fait, ce n'est pas le logiciel. Là, moi, je parle du protocole. Deuxième protocole hyper répandu, c'est SAML. Donc SAML2 aujourd'hui, la version du protocole. Si vous faites du Shibboleth, il y en a qui font du Shibboleth. Ah, bon, ça tombe bien, j'ai plus de CD. Shibboleth, c'est la version SAML en fait, qui a été créée par les universités américaines. Et donc Shibboleth 2, aujourd'hui, c'est SAML2. Voilà. Donc ça c'est encore un des protocoles sécurisés qui est très implémenté. Mais aujourd'hui, évidemment, le protocole de SSO qui est répandu, c'est OpenID Connect. Donc ça, tout le monde connaît OpenID. Qui ne connaît pas OpenID Connect? Voilà. On connaît. Et on connaît parce que France Connect, ProConnect, machin, tous les trucs Connect, en fait. Même Google, c'est de l'OpenID Connect. Et la plupart en fait, des services en ligne en fait, implémentent OpenID Connect, qui est le nouveau standard. Pourquoi c'est hyper la mode? Parce que c'est basé sur O2, sur du JSON, du JWT, du REST, et tout ça, c'est hyper sexy. SAML, c'est XML et SOAP, et donc quand on dit XML et SOAP, tout de suite, ça donne moins envie. Ceci dit, d'un point de vue de la sécurité, c'est à peu près les mêmes choses. C'est simplement l'envoi de jetons sécurisés qui permettent de transférer l'identité de la personne. Il y a de la signature, il y a du chiffrement, et donc, globalement, on récupère le même niveau de sécurité entre les deux. Ce n'est pas du tout le cas de CAS. CAS, c'est vraiment un protocole très simple. Il n'y a pas de signature, etc. Il y a juste un envoi d'une requête sur un tunnel HTTPS qui permet de valider un jeton. Et c'est le seul endroit où il y a de la sécurité dans le protocole. Donc si vous faites du CAS, c'est bien, c'est simple, mais en fait, en termes de niveau de sécurité, c'est très très faible par rapport à d'autres protocoles. Et aujourd'hui, on sait bien que les applications, elles ne sont plus toutes au sein d'un même réseau local. On va avoir des applications en SaaS, etc. Donc, en fait, on peut plus se permettre de faire du CAS pour des applications où on ne maîtrise pas le chemin entre notre serveur et notre application. Donc, ça marche encore très bien pour du réseau local, mais ce n'est plus du tout adapté à des applications SaaS. Donc, les applications cloud, la plupart du temps, on les connecte en SAML, en OpenID Connect. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que dans l'open source, on a des solutions. Alors, j'imagine que vous connaissez certainement d'autres solutions que celle-là. Notamment, il y en a une qui est hyper connue, qui s'appelle Keycloak. Voilà, tout le monde connaît Keycloak. C'est hyper connu, c'est hyper sexy, c'est Red Hat et donc IBM aujourd'hui qui développe en fait cet outil-là. Nous, on développe une alternative qui s'appelle Lemon LDAP. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien. Nous, si ça intéresse des gens, on a fait des comparatifs entre Keycloak et Lemon LDAP sur notre site. Voilà. Les produits font à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils font du SAML et de l'OpenID Connect. Il y a certains trucs qui font mieux sur Lemon, d'autres trucs qui sont mieux faits sur Keycloak. Ça dépend un peu de vos besoins. Ça, c'est pour la partie Web SSO. LSC, c'est un connecteur, donc c'est ce qui va permettre de faire de la synchro. Je vais les présenter tous après en détail. OpenLDAP, ça par contre, globalement aujourd'hui en open source,
il n'y a pas trop d'alternatives aussi puissantes qu'OpenLDAP. Red Hat a son annuaire, Red Hat Directory Server, ou 389 DS pour la version communautaire, aujourd'hui qui est quand même beaucoup moins déployé qu'un OpenLDAP. Voilà, LDAP Toolbox, Fusion Directory, tout ça je vais vous montrer. Et puis le dernier, là, le F, c'est Fusion IAM. C'est pareil, je ne vous spoil pas puisque ça fait partie des diapos d'après. Donc moi là, aujourd'hui, je vais parler de ces composants-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, hein, on a bien compris. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs, mais en tout cas, c'est ceux que je connais. Et c'est ceux sur lesquels, globalement, je suis développeur. Donc, je ne suis pas très objectif. Alors, pour revenir en détail, en fait, sur ces produits-là, OpenLDAP, qui a déjà installé OpenLDAP? Hop, 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 hop. Oh, super. C'est solide, hein, c'est solide. Allez, j'en ai plus. Voilà. Après, j'ai des autocollants, vous pourrez venir les chercher, parce que ça, si je les envoie, il y en aura partout. OpenLDAP, donc c'est un annuaire, donc c'est écrit en C, donc c'est un peu, voilà, c'est comme votre serveur Apache, etc. C'est vraiment le service bas niveau. L'intérêt d'OpenLDAP, c'est que les gens qui ont créé le standard LDAP sont une partie des gens qui ont écrit le logiciel. Et donc, on est hyper proche du standard. Voilà. Contrairement à Active Directory, on a besoin des fois d'interagir avec lui. Active Directory est entre autres un serveur LDAP, mais le support du protocole LDAP dans AD, en fait, n'est pas 100% standard. C'est-à-dire qu'il y a des opérations qui sont marquées dans le standard, et puis que si vous les faites sur Active Directory, ça ne marchera pas comme on s'attend à ce que ça marche. Bon, ceci dit, on est obligé de faire avec, et c'est pour ça qu'on a des outils, typiquement LSC dont je vais parler après, de synchro, qui permettent d'aller faire de la synchro entre des utilisateurs et des groupes OpenLDAP et des utilisateurs et des groupes Active Directory. Et on y arrive parce que globalement, ça parle à peu près LDAP et on sait exactement les petits coups de tournevis qu'il faut mettre pour que ça rentre exactement dans les cases. Voilà. L'intérêt de ce truc-là, c'est que le produit, par défaut, il est hyper performant et que, par contre, il n'a pas beaucoup de fonctionnalités. Et dès que vous voulez activer une fonctionnalité liée quand même au protocole LDAP, vous allez avoir ce qu'on appelle des overlays, une sorte de plugin. Notamment un qui est hyper important aujourd'hui, c'est la politique des mots de passe, qui va permettre de dire si tu fais 4 tentatives ratées, je vais bloquer ton compte, ou quand tu changes ton mot de passe, je vais vérifier qu'il a tant de taille minimum, que tu n'as pas réutilisé ton login dedans, etc. Donc tout ça, on va pouvoir le faire avec ces plugins. Voilà. L'intégrité référentielle, alors ceux qui font de la base de données, ça doit les faire doucement rigoler, mais dans OpenLDAP, si vous n'activez pas l'intégrité référentielle, il n'y a pas d'intégrité référentielle. Il faut le savoir. Voilà. Bon, donc généralement, on la met, quoi, mais il faut savoir que si vous n'activez pas le plugin, il n'y a pas. Et nous, alors, on a fait, dans le projet LDAP Toolbox, on a pris, donc on n'est pas nous développeurs de OpenLDAP, hein, mais on est dans la communauté, et donc on prend à chaque nouvelle version de la communauté OpenLDAP, on refait des paquets, et ça on le fait depuis 15 ans, parce qu'à l'époque, dans les distributions, alors si vous connaissez les Red Hat, les Debian, etc., vous savez que les distributions, elles freeze en fait des versions, et que des fois, pour atteindre la dernière version de la communauté, soit il faut se mettre en testing unstable, soit il faut compiler soi-même la version. Et il se trouve que dans OpenLDAP, il y avait quand même besoin très rapidement d'être sur les dernières versions, parce qu'il y avait quand même des correctifs de bugs intéressants, des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc, comme on a constaté ça, on a fait nous-mêmes des paquets, donc à la fois Debian Ubuntu, Red Hat, Rocky, etc., donc le monde Debian, le monde RPM. Et donc ça, on a des dépôts qui viennent installer OpenLDAP avec ces paquets-là. Le petit truc en plus, c'est qu'on a des petits utilitaires qui permettent de faire facilement des backups, des restores, de contrôler la réplication, etc. Donc un outil qui s'appelle Slapdecli. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà... Il y en a qui ont déjà installé la version LTB d'OpenLDAP. Ouais, c'est bien. J'ai plus de CD, mais c'est bien. Et Slapdecli, ouais, c'est assez pratique, parce que nous-mêmes, on est des intégrateurs d'OpenLDAP, et donc il y a des choses... Quand tu as écrit 3 fois le même script pour 3 clients différents, tu dis peut-être qu'on va faire un truc intelligent, c'est qu'on va créer un utilitaire et puis on va déployer le même chez tous nos clients. Et donc, on va pouvoir backuper notre config, backuper nos data, on va pouvoir vérifier que le service tourne, etc. etc. Voilà. Donc, tout ça, c'est livré quand vous installez le paquet. Vous avez OpenLDAP et des petits outils quand même supplémentaires. Le deuxième gros composant, il s'appelle Fusion Directory. Est-ce que vous connaissez là, Fusion? Ça, c'est une interface en PHP. Alors,
Si vous êtes amené à installer un OpenLDAP, la première chose que vous constatez, c'est que c'est comme une base de données. À part une ligne de commande, vous ne pouvez rien faire en fait, avec l'annuaire. Il n'y a rien de visible. Donc on cherche, le premier truc qu'on cherche, c'est quelle est l'interface qui va me permettre de voir un petit peu ou d'administrer un minimum. Là, il y a plein de choses. Une des plus anciennes et plus connues, c'était PHP LDAP Admin. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Il y en a un autre qui s'appelle LDAP Account Manager. Celui-là, il s'appelait Goza, en fait, il y a plusieurs années. Maintenant, il s'appelle Fusion Directory. L'idée de ces outils-là, c'est de venir proposer des écrans qui permettent d'aller créer un nouveau compte, mettre quelqu'un dans un groupe, etc., etc. Si vous n'avez pas ça et que vous avez installé uniquement OpenLDAP, vous n'avez que votre LDAP Modify voilà, pour faire ces choses-là. Et bon, alors même si moi j'aime bien, tout le monde en fait n'a pas envie de taper des lignes de commande à chaque fois qu'il doit modifier le nom, l'email, etc. de quelqu'un. Donc on est obligé de mettre en place ces outils-là. Alors cet outil-là, il est fait par une société belge qui s'appelait OpenSide et qui s'appelle maintenant Fusion Directory comme le nom du produit. L'intérêt de ça, c'est déjà qu'il peut gérer la totalité des objets de votre annuaire. Donc dans un annuaire, là je vous parle d'utilisateur et de groupe parce que c'est le truc le plus commun, mais on a des objets de structure, des comptes de service. Enfin, on peut avoir plein de types d'objets de nature différente. On peut gérer ses clés SSH, on peut gérer des machines. Voilà, dans un annuaire, on peut gérer plein d'objets. Et donc là, en fonction du nombre d'objets que vous avez dans votre annuaire, ou du nombre de natures différentes d'objets que vous avez, vous allez avoir des menus dynamique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, là c'est une vision un peu globale, mais il pourrait y avoir que 3 boutons dans l'interface parce que vous avez un annuaire beaucoup plus simple. Et l'intérêt de cet outil-là aussi, c'est qu'il a à l'intérieur un moteur de délégation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir répartir vos données dans plusieurs branches et dire, cette personne-là, elle ne peut administrer que telle branche, et donc elle n'aura une vision restreinte de l'annuaire. Donc vous pouvez lui confier les clés d'une branche sans avoir à lui confier l'administration totale de l'annuaire. Donc cet outil-là est vraiment destiné à de l'administration et de la délégation d'administration. Il a une API REST, ce qui est assez intéressant, qui va pouvoir faire de la lecture, mais surtout de l'écriture. On va pouvoir faire du provisioning de votre annuaire via une API REST, ce que vous ne pouvez pas faire avec un OpenLDAP standard. Avec un OpenLDAP standard, vous pouvez écrire du LDAP, mais souvent, on préfère avoir du HTTP en fait, et du REST entre des applis et de l'annuaire. Voilà pour ça, le LSC, donc LDAP Synchronization Connector, ça n'a pas d'interface graphique du tout, là pour le coup. L'idée, c'est d'avoir un moteur. Donc le moteur LSC, ce qu'il va faire pour vous, c'est que vous allez lui donner des données en entrée, des données en sortie. Lui, il va les comparer et il va dire, OK, j'ai détecté des différences, et donc si tu me laisses faire, je vais appliquer telle modification dans ton annuaire de destination ou dans ta base de données de destination, etc. Et donc, pour configurer ça, vous avez un... Alors là, désolé, mais c'est un fichier XML. Mais c'est pas grave, ça fait pas trop mal, parce qu'il est assez bien décrit. Et donc, dans ce fichier XML, vous allez décrire quelles sont les données que je lis dans la source, quelles sont les données que je veux écrire dans la destination. Et lui, il va se débrouiller pour faire les comparaisons. Et on se sert de ça. Les gros cas d'usage, c'est j'ai une base RH dans laquelle j'ai la liste des gens qui travaillent pour moi. Souvent, c'est ça. Si les gens travaillent pour vous, c'est qu'ils ont une paye. Donc s'ils ne sont pas payés, généralement, ils ne viennent pas travailler gratuitement. Donc globalement, l'info, dans la plupart des organisations, c'est est-ce qu'ils sont dans ma base RH Finance, globalement. Donc on est capable d'aller faire un select dans cette base-là et d'aller comparer les gens qu'on a dans la base avec les gens qu'il y a dans notre annuaire, créer les nouveaux comptes, modifier les comptes existants, supprimer les comptes qui n'existent plus dans la base RH. Ce connecteur-là est capable de faire ça. Il est capable aussi d'aller faire de la synchro entre un OpenLDAP et un Active Directory. Il est capable d'aller pousser de la donnée dans une API REST, etc. etc. C'est vraiment du flux de données et comment je transfère une information d'une source à une destination. Et donc ça tourne, globalement, ça tourne, vous mettez un cron, et puis vous allez lancer en fait vos tâches de synchro, d'utilisateurs, de groupes, etc. etc. Voilà, très efficace. Puisqu'il n'y a pas d'interface graphique, etc., ça tourne, même si c'est du Java, c'est quand même très performant. Voilà. Lemon LDAP, ça c'est un des plus connus. Donc là, l'intérêt de Lemon LDAP et une des grosses différences avec Keycloak, c'est ce menu d'application. Donc à la fois c'est un portail d'authentification, donc évidemment la page où vous allez saisir votre login, votre mot de passe, où vous allez rentrer vos seconds facteurs, etc. Ça, c'est la page d'authentification. Mais une fois que vous êtes authentifié,
Alors, soit vous vous êtes authentifié parce que vous vouliez accéder à une application, bah là, évidemment, on vous redirige vers l'application que vous souhaitiez accéder. Mais si jamais vous accédez directement au portail, au lieu de vous dire juste vous êtes bien authentifié, on va vous lister la liste des applications auxquelles vous avez droit. Et donc, ce portail-là est dynamique. Donc, les gens qui vont arriver, c'est une sorte d'intranet, si vous voulez, vont pouvoir voir uniquement les applications sur lesquelles ils ont un accès. Et le jour où vous allez donner un accès supplémentaire, bah, ils vont avoir la nouvelle icône en fait, de l'application qui va arriver. Ça supporte tous les protocoles dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi une API REST sur cet outil-là. Alors, pas pour gérer les utilisateurs, du coup, puisque là, lui, il fait du SSO, mais par contre, vous allez avoir une API REST qui va vous permettre de déclarer une nouvelle application dans le système. Donc, pas besoin d'aller dans l'interface graphique d'administration. Vous allez pouvoir, à la volée, ça, c'est pour les organisations qui mettent en route beaucoup d'applications et qui veulent déléguer, en fait, l'ajout d'applications dedans. On a aussi des API REST pour faire ça. Voilà. Après, je vous ferai une petite démo pour vous montrer que ce n'est pas que des captures d'écran. Encore deux petits logiciels à présenter. Donc tout ça, c'est tout ce qu'on a regroupé dans Fusion IAM. Whitepage. Donc là, c'est aussi le constat qu'on avait fait quand on installait OpenLDAP. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on installe OpenLDAP, on n'a rien. Alors soit on installe une interface d'administration, qui est plutôt destinée aux gens qui vont manipuler les données de l'annuaire. Mais on constate aussi en fait que malheureusement, c'est dommage parce que j'ai plein d'infos intéressantes dans l'annuaire, mais les gens qui travaillent avec moi ne sont pas capables d'y accéder. Parce qu'ils ne savent pas faire un LDAP search, et je ne leur en veux pas, sur leur poste de travail. Donc nous, on est parti de ce constat-là en disant en fait, ce serait bien qu'on ait un minimum, quelque chose qui permette d'aller consulter les données de l'annuaire. Donc on a appelé ça page blanche. On est hyper bon en marketing. Et donc les pages blanches, c'est simplement une petite appli, alors c'est en PHP aussi, qui permet d'aller regarder. Alors vous allez évidemment configurer quels sont les attributs de votre annuaire que vous voulez rendre visibles à travers cette interface-là. Mais comme vous le savez, dans un annuaire, on peut aussi stocker des photos, on peut stocker des adresses, etc. Donc là, je me suis fait un petit annuaire avec les gens de Star Trek. Bon, ça va, tout le monde ne dort pas. Bon, avec les gens de Star Wars, voilà, et donc ça permet d'aller naviguer, d'afficher les noms, les prénoms, les services, qui est le responsable, les groupes, etc., etc. Il y a une démo en ligne de ça, si vous cherchez Starpage. Starpage, en fait, c'est le white page de Star Wars. Et la démo, elle est en ligne pour que vous puissiez naviguer dedans. Donc ça, c'est vraiment à destination des utilisateurs lambda de votre organisation pour qu'ils puissent aller récupérer de l'info, le numéro de téléphone ou l'email de quelqu'un. Et ça, c'est le dernier né, il s'appelle Service Desk. Et lui, il monte en flèche, entre guillemets, parce que à la base, c'est vraiment destiné à ce qu'on appelle le helpdesk, le support niveau 1, les gens qu'on appelle quand on a perdu son mot de passe. Je pense que vous avez tous un peu ce genre de truc là. Et donc, on a dit, oui, effectivement, soit en fait, on a directement affaire à l'administrateur de l'annuaire qui est capable de réinitialiser le mot de passe dans l'annuaire, soit on est un peu bloqué. Alors, il y a des outils qui permettent de réinitialiser soi-même son mot de passe, mais dans la plupart des organisations, il y a quand même des gens qui ne savent pas et qui ont besoin qu'on les aide. Ou alors, ce n'est pas qu'ils ont perdu leur mot de passe, mais c'est que leur compte est bloqué, ou enfin bref, il y a un problème, ou leur mot de passe est expiré. Ça a été marqué en gros, en rouge dans leur interface, mais ils appellent parce qu'ils ne comprennent pas. Et ils te disent « Ah, j'ai eu un message bizarre comme quoi mon mot de passe était expiré. » Et là, donc en fait, votre mot de passe est expiré. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est pas grave, ça fait marcher Orange, ça fait du téléphone, mais... Bon, donc tout ça pour dire qu'on avait besoin en fait quand même d'avoir un outil plutôt dédié à ce cas d'usage-là. Donc nous, on appelle ça support niveau 1. Et cette interface-là, vous pouvez la brancher sur votre annuaire et vous allez avoir une vision uniquement liée au statut de votre compte. Est-ce qu'il est bloqué, est-ce qu'il est expiré? Vous avez, ce que vous voyez en haut à droite, là, c'est je peux vérifier le mot de passe. C'est-à-dire que l'utilisateur, il dit « Ah, moi, j'ai tapé ce mot de passe-là, ça ne marche pas. » Vous dites « Ok, je le tape. » Bon, là, si l'interface vous dit « Ça marche », vous dites « Je vais vous enlever vos moufles et puis réessayer. » Vous pouvez réinitialiser le mot de passe pour, vous pouvez le changer, bref, et vous pouvez dire OK, je vous le change, et puis vous allez le réinitialiser à la prochaine connexion. Enfin bref, tous les outils. Ça a marché que sur OpenLDAP, parce qu'il y a évidemment plein de spécificités de comment est-ce qu'on bloque un compte dans OpenLDAP, etc. Et là, ce qu'on va sortir dans quelques jours, semaines, mois, on va dire semaines, c'est la version qui est compatible Active Directory. Alors, on n'est pas là pour parler trop d'Active Directory, mais en fait... Comment ?
Ouais, alors Red Hat IDM, c'est beaucoup plus proche d'OpenLDAP. Il y a un ou deux attributs différents qui sont pour l'instant pas gérés, mais globalement, ça marche de manière assez bien avec un Red Hat IDM, qui est beaucoup plus proche du standard, parce que ça vient de Sun, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire des annuaires LDAP. Donc oui, sur un Red Hat IDM, vous pouvez modifier un mot de passe dans un Red Hat IDM, c'est un user password, etc. Par contre, dans Active Directory, ce n'est pas user password, c'est Unicode PWD, c'est encodé différemment. Les dates, ce n'est pas des timestamps, c'est pas des dates, voilà. C'est des nombres de nanosecondes depuis 1870, enfin bref, c'est n'importe quoi, mais c'est le choix qu'ils ont fait. Donc on est obligé d'adapter tout, et donc là, on a bien bossé là-dessus, et on va sortir la version qui permettra aussi de brancher ça directement sur un AD, et donc d'aller débloquer via une IHM des comptes d'un Active Directory. Voilà. Bon, ça, c'est un peu la liste de tous les produits qu'on a, et donc le constat qu'on a fait il y a quelques années, c'est quand on avait des clients ou des gens qui venaient nous voir en disant « Est-ce que vous faites de l'IAM ?» Nous, on disait « Bah oui, il suffit d'installer 45 trucs et puis en fait, vous avez de l'IAM. » Et là, ils nous disaient « Ah oui, mais nous, on n'est pas là pour faire du Lego. » Dommage, parce que c'est génial, le Lego. Mais... Donc, on a dit « OK. » Et puis, ils disent bah, « Nous, si on va voir un gros éditeur américain, on installe le truc et ça fait tout. Ça fait de la gestion d'identité, ça fait du SSO, etc. » La réalité, en fait, c'est que les gros éditeurs, ils ont, comme nous, plein de briques différentes qu'ils vont packager. Et donc, on a dit, OK, on va faire pareil. On a créé ce projet-là, Fusion IAM, donc qui n'est pas un nouveau logiciel, voilà, qui est une intégration. Alors, quand on a créé, je l'ai fait, cette initiative, donc avec Benoît Mortier, qui est le développeur principal de Fusion Directory. C'est pour ça qu'on appelle ça Fusion IAM. Donc, on a pris son produit, plus tous nos produits, là, plus OpenLDAP. Et donc, on a dit, voilà, nous, on a fait ces choix-là de briques. Alors, ce n'est pas forcément la vérité suprême, hein, mais nous, on a dit, voilà, nous, c'est ces composants-là, en fait, qu'on va choisir et qu'on va intégrer ensemble. Et au début, c'était juste ça le concept, hein, de dire, on va proposer d'installer tout ça de manière unifiée. Et puis, au bout de quelques mois, on a dit, OK, en fait, on va partir sur des conteneurs, parce que c'est quand même un peu à la mode aussi. Et donc aujourd'hui, Fusion IAM, en fait, fournit des images Docker ou Podman, hein, peu importe, qui permettent de démarrer, en fait, tous les produits en une ligne de commande. Hein, pour les gens qui sont connaisseurs, c'est du Docker Compose ou Podman Compose ou du Kubernetes, puisque nous, on déploie ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a un service d'identity as a service. Donc nous, on a de l'OpenShift de Red Hat chez nous, et on déploie les images de Fusion IAM en mode OpenShift pour avoir ce service. Donc ce produit-là, si vous ne voulez pas avoir à vous embêter à conteneuriser les images, à les configurer pour que le LemonLDAP parle à l'OpenLDAP et que le Fusion Directory parle à l'OpenLDAP et que tout ce monde-là parle entre eux directement, c'est ce qui est fait dans ce produit-là. Voilà. Ça reste que c'est quand même tous des produits différents avec des communautés différentes et que rien ne vous empêche de prendre chaque composant de manière indépendante. Si vous avez déjà un annuaire, vous pouvez prendre juste le SSO, ou que si vous avez déjà un Keycloak, vous pouvez prendre juste LSC pour faire de la synchro d'utilisateurs, etc., etc. Là, on s'adresse plutôt à des gens, des organisations qui nous disent, nous, on n'a rien, on n'a pas de référentiel, ou alors on a juste un Active Directory et on voudrait quand même avoir un référentiel autonome d'identité qui nous permette de brancher nos applications. Là, vous pouvez juste démarrer ça et vous avez tous les logiciels dont j'ai parlé juste avant préconfigurés qui fonctionnent. Donc voilà, hein, pour résumer, c'est tout ça. Et alors, la partie un peu marketing, c'est que si vous prenez des plaquettes chez Okta, SailPoint, OneLogin, tous les grands là, ils vont vous dire oui, nous on a un Access Manager, un Directory Manager, un Directory Server, etc. Donc nous on a dit OK, nous aussi. Nous aussi, on va faire ça, et en fait, derrière, c'est exactement les logiciels dont on a parlé qu'on va mettre dedans. L'objectif de ça, c'est pas de remplacer les communautés qui existent déjà, puisque nous-mêmes, on est les développeurs principaux de LemonLDAP, de LSC, de LTB, etc. Mais c'est de dire, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie déjà de faire le travail de chercher tous les composants en fait, qui correspondent à ce besoin-là, ni de faire le travail de... Parce que si vous installez OpenLDAP et LemonLDAP, il faut l'installer chacun de son côté, et après faire la config dans l'un et dans l'autre pour que ça se parle. Voilà, créer un compte de service de LemonLDAP dans l'annuaire, renseigner l'URL de LDAP dans LemonLDAP, etc.
Alors c'est rigolo parce que quand on aime faire de l'admin, c'est sympa, mais quand on n'a pas le temps, ben, c'est dommage. Et donc à quoi ça correspond en termes d'architecture? En fait, on a ça. Alors vous voyez, on a quand même une base PostgreSQL. Pourquoi? Parce qu'on a choisi de stocker tout ce qui est configuration et session de daemon LDAP, donc toute la partie SSO dans Postgre. Mais il y a 0 données d'utilisateurs, etc. dans Postgre. C'est vraiment un back-end de stockage de données pour la partie SSO. Et voilà, donc tout est comme ça. Donc à la base, évidemment, le composant central, c'est votre annuaire. Vous avez LSC là, qui permet de faire de la synchro, donc soit d'aller alimenter via une autre base votre annuaire LDAP, soit de sortir de la donnée de votre annuaire pour aller la mettre dans un Active Directory, par exemple. Et puis, les autres composants, c'est ceux dont on a parlé tout à l'heure, dont 2 avec de l'API REST, qui vous permettent, ça c'est vraiment l'API REST, c'est vraiment le mode cloud, c'est-à-dire que si vous l'hébergez sur un conteneur, enfin un Kubernetes, vous n'allez pas donner un accès LDAP en fait à votre truc. Tout ça se tourne dans des conteneurs. Par contre, faire de l'API REST pour pouvoir aller soit déclarer une API, soit créer un groupe ou un utilisateur, ça, c'est tout à fait cohérent avec le mode cloud. Maintenant, vous n'êtes pas forcément obligé de déployer ça dans du Kubernetes. Si vous voulez juste le tester chez vous, vous regardez, donc il y a le conteneur registry, donc toutes les images sont publiées. C'est un projet OW2. OW2, ça vous parle? Ouais, il y a plein de logiciels sympas, GLPI, tout ça c'est dans OW2. Donc nous, on fait aussi partie de cette communauté-là. Et donc on publie, on build. Dès qu'on commit, en fait, ça build des images. Et donc vous avez les images dans le registre de conteneurs de W2. Et un Docker Compose, vous prenez faites un git clone et puis vous faites le Docker Compose. Ça va aller télécharger les images, les monter, etc. Évidemment, il y a 2 petites étapes. La première, c'est la création des volumes. Si vous le démarrez chez vous, il faut créer les quelques répertoires qui vont permettre de stocker les données de l'annuaire, les données des sessions, enfin, le volume Postgre, bref. Mais ce n'est pas grand-chose, il y a 3 mkdir à faire globalement. Et puis le env-var, donc ça parle à tous ceux qui font du conteneur. Tout le paramétrage, en fait, se fait par des variables d'environnement. Et donc c'est là que vous allez pouvoir dire, moi, mon organisation, elle s'appelle comme ça, je vais mettre ça comme mot de passe de l'administrateur principal. Donc il y a un certain nombre de champs qui sont préconfigurés, mais dans ce cas-là, le mot de passe, c'est secret. C'est marqué en dur dans le truc, mais si vous ne le changez pas, pour une maquette, c'est très bien. Et donc ça, vous configurez ça, et vous démarrez, et vous avez le truc que je vais essayer de vous montrer, une plateforme complète. Donc là, est-ce que ça va déjà? S'il y a des questions maintenant, n'hésitez pas. Ouais. C'était pour revenir sur la version embarquée d'OpenLDAP dans LDAP Project. Oui. Je me posais la question en fait, quelles sont les évolutions, les différences majeures et qu'est-ce qui est prévu dans OpenLDAP. En gros, la question, c'est quoi la différence entre l'OpenLDAP communautaire et le OpenLDAP LTB, donc le paquet qui est fourni dans la communauté LTB. Parce que j'ai entendu qu'il y avait en fait, une volonté d'avoir quelque chose d'un peu plus à jour, mais au-delà de ça. Alors, parce qu'en fait, donc la vraie différence, globalement, la vraie différence, elle est plutôt avec les paquets que vous avez dans votre distribution. Si vous faites un apt install OpenLDAP dans votre Debian, vous n'aurez pas la dernière version. En tout cas, si vous n'êtes pas en unstable, on se comprend. Vous n'aurez pas la dernière version qui a été sortie par la communauté sur openldap.org. Donc en fait, ce qu'on récupère, nous, c'est le targz d'OpenLDAP. On n'applique pas de patch sur OpenLDAP, ou alors un patch quand il y a une faille critique qui a été détectée et qui n'a pas encore été relisée en fait, dans OpenLDAP. Ça est arrivé une fois, donc globalement, ça n'arrive jamais. Mais la version, elle est vanilla, c'est-à-dire que c'est le code d'OpenLDAP. Sauf que pour tous ceux qui ont déjà compilé un logiciel, vous savez qu'il y a quand même des choix qui sont faits à la compilation. Donc nous, on a fait un certain nombre de choix de compilation pour des raisons de performance, pour embarquer tous les overlays sous forme de modules, etc., etc. Il y a des choses qui sont que dans le répertoire contrib d'OpenLDAP qu'on embarque quand même dans nos paquets. Et donc, vous pourrez noter des différences de fonctionnalités disponibles. Globalement, nous, on essaye de compiler le maximum de fonctionnalités, mais voilà, vous pourriez détecter des petites différences parce qu'il y a un module qui n'est pas dans le paquet Debian alors qu'il est dans l'autre, parce que nous, on a explicitement compilé ce module en plus. Voilà. Donc les différences, c'est ça, et c'est que généralement, nous, dès que OpenLDAP sort sa version, quelques jours après, en fait, il y a les DEB et les RPM de ces versions-là.
Et pour ceux qui ont suivi un peu OpenLDAP, la grosse version majeure, c'était la OpenLDAP 2.4 qui a disparu il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et donc, ils maintiennent deux versions parallèles, la 2.5 qu'ils appellent LTS et la 2.6 qu'ils appellent Feature. Donc, en fait, toutes les nouvelles fonctionnalités vont dans la 2.6. Et donc là, ils viennent d'annoncer que la 2.6 allait passer LTS fin d'année, là. Donc, ils vont bientôt sortir une 2.7 et ils gardent la 2.5 LTS encore 2 ans, mais c'est la 2.6 qui va devenir la stable. Et donc, nous, on sort toutes ces versions-là. C'est-à-dire qu'on a un dépôt différent par version majeure. Et donc, c'est pareil, là, si vous prenez un apt install Debian, ben, c'est la 2.5. Et donc, si vous voulez la 2.6, ben, je ne suis pas sûr qu'elle soit dans l'unstable de Debian. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais je ne crois pas. Et donc, par contre, nous, on l'a déjà compilée et on peut la tester si vous avez le bon dépôt. Donc, on est très, très proche, en fait, de la version communautaire. Et on n'a évidemment pas les contraintes d'une distribution, hein. Je ne jette pas la pierre à Debian, au contraire, je les aime beaucoup, voilà, cœur sur Debian. Mais bah, moi, je n'ai pas la contrainte de maintenir un OS complet, donc on peut compiler les dernières versions. Oui? Est-ce qu'il est possible d'utiliser Fusion IAM pour avoir tous les objets dont vous avez parlé, les briques dont vous avez parlé, mais que la brique OpenLDAP, par exemple, c'est une brique, c'est un OpenLDAP Debian, éventuellement sur une autre machine distante, etc. Donc la question, c'est est-ce qu'on est capable de prendre, on va dire, 90, de sortir la la brique OpenLDAP de Fusion IAM? Ce n'est pas la philosophie pure de Fusion IAM, puisque le but, c'est vraiment d'avoir une intégration. Vous pouvez le faire dans le sens où, comme je vous ai dit, dans le env-var, vous allez pouvoir configurer l'URL. Et donc, bah, vous pouvez surcharger quelle est l'URL en fait, du LDAP. Et donc, tourner tout en conteneur et n'avoir que l'annuaire en fait, qui est de l'autre côté. Sauf que pour que ça marche et que les interfaces, automatiquement, elles aillent dans la bonne branche pour trouver les utilisateurs, etc., c'est pareil, il va falloir adapter beaucoup plus de choses dans la configuration pour qu'ils retrouvent ces petits. Nous, tout est fait pour que... on sait comment s'appelle la branche des utilisateurs, on sait comment s'appelle la branche des groupes, etc. etc. C'est-à-dire que là, vous démarrez, vous n'avez pas besoin de vous poser la question du modèle de données de votre annuaire, puisqu'on a pris un certain nombre de décisions de départ pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est immuable, ça veut dire que par défaut, tout est configuré pour ça. Si jamais c'est les composants qui vous intéressent, il faut savoir que tous les composants dont j'ai parlé ont eux-mêmes leur propre image Docker autonome. D'accord ? Donc si vous voulez déployer un Docker LemonLDAP, vous pouvez déployer un Docker LemonLDAP. Pareil pour les autres produits. Et si vous n'êtes pas fan des conteneurs, parce que moi je ne suis pas non plus alléluia devant les conteneurs, il y a les paquets deb et RPM de chaque outil. Voilà. Donc si c'est plutôt, vous avez repéré là-dedans un ou deux trucs qui vous intéressent, moi je ne vous conseille pas de déployer Fusion IAM, mais plutôt de prendre les briques qui vous intéressent et de les déployer de manière autonome. Maintenant, c'est complètement ouvert, vous pouvez regarder le env-var, vous pouvez trafiquer dedans et vous y arriverez. Mais ça, à mon avis, avec plus d'efforts que de prendre juste la brique qui vous intéresse. Voilà. Et donc, je voulais essayer de démarrer un Firefox. Alors, faire ça. Ça. Ah bah oui. Ça tourne pas sur ma machine. Ouais. Donc, je vais mettre mon Wi-Fi. Pas de panique. En plus, il y aura 10 minutes, ça me fait gagner un peu de temps. Hop là, c'est activé. Alors, ouais. Ok, bon, donc ça, nous, on a pris les images Fusion IAM, là, on a un OpenShift, donc là, il est hébergé chez Vortex, hein, pour le coup. Et donc, c'est vraiment les images de base Fusion IAM, on a juste changé le logo et l'image de fond. Voilà. Donc, grosse customisation graphique. Voilà. Donc là, quand vous installez Fusion IAM, bah, vous avez un compte SuperAdmin. Et donc, ce compte SuperAdmin vous permet d'accéder au portail. Et donc là, bah, vous retrouvez donc, à la fois, ça c'est les outils d'administration de LemonLDAP. Là, vous allez avoir la partie Fusion Directory. Voilà. C'est pareil. Hop.
Donc là, on va retrouver les utilisateurs. Donc là, je vais directement administrer là, les utilisateurs. Voilà, donc j'ai créé voilà, des entrées comme ça. Donc ça, la photo, là, elle n'est pas stockée dans un répertoire, etc. Elle est vraiment stockée dans un champ de l'annuaire, LDAP. L'intérêt de ça, c'est que derrière, en fait, si je prends mon outil de page blanche, là, hop. C'est juste que j'ai présenté sur un autre écran hier et qui n'était pas du tout ça. Et donc si je prends le trombinoscope, je vais retrouver... voilà. Et tout ça, en fait, ça vient de la même chose, quoi. C'est vraiment les mêmes données, sauf qu'elles sont présentées de façon différente. Hop. Voilà. Le petit truc un peu sexy, là, qu'on a rajouté dans page blanche, c'est la carte. Donc c'est évidemment d'OpenStreetMap. Et on peut dynamiquement positionner, si vous avez renseigné la ville ou l'adresse de la personne dans ces données d'annuaire, on va pouvoir les positionner directement. Donc Britney, je l'ai mis où? Voilà, Mississippi, à Seattle, et puis moi, voilà. Donc nous, on est là. Alors moi, je viens de Lyon, voilà. Où on mange des pains au chocolat. Voilà. Ah, j'ai pas pu m'empêcher, mince. Bon, c'est pas grave, il reste que 5 minutes. Bon, et donc, voilà. Enfin, bon, bref, ça, vous savez. On peut aller voir directement les groupes, etc. Voilà. Donc ça, c'est les pages blanches. C'est que de la consultation. Si on revient au portail, vous avez le fameux service desk qui, lui, va vous permettre... Je reviens... Là, si je cherche Kurt... Voilà, Kurt Cobain, voilà, je sais qu'il expirera. Bon, il a expiré depuis quelques années. Mais en vrai, pour la démo, son compte va expirer que l'année prochaine. Et donc, si je change son mot de passe, ça va changer, etc. Voilà. Donc, tout ça sont les outils. Si vous prenez Fusion IAM, tous ces trucs-là sont installés, configurés, etc. S'il n'y a que ça qui vous intéresse, allez sur le site de LTB, prenez Service Desk. Il y a des paquets dev, des paquets RPM. Il y a même un Docker, en fait, si vous voulez le démarrer en Docker. Et là, vous n'avez qu'à le configurer pour aller taper dans votre infra actuelle, quoi, si vous avez déjà des déploiements. Voilà pour moi. Merci, déjà. Je pense qu'on a le temps pour une question ou deux. Ouais. Alors, pas toutes. Celles-ci, donc la question, c'est est-ce que toutes ces briques sont développées en PHP? Et surtout, ouais. Est-ce qu'elles sont toutes sur la même version minimale de PHP? Et est-ce qu'elles sont toutes sur la même version minimale? Alors, globalement, tout ce qui est interface fournie dans le projet LDAP2Box, vous avez compris, il y a à la fois les paquets Debian et à la fois ces outils-là, Whitepage, Service Desk. Il y en a un autre qui s'appelle Self-Service Password, que certains connaissent, qui permettent de réinstaller son mot de passe. Ces trois trucs-là sont en PHP compatibles, dernière version de PHP, PHP 8, voire je crois qu'on est en 9 maintenant. Je ne sais plus si la 9 est sortie. Mais bref, au moins 8.4, quoi. Fusion Directory, lui, pas encore. Fusion Directory, c'est du PHP. Ils sont en train de travailler sur le support PHP 8, mais aujourd'hui, vous êtes bloqué en PHP 7.4. Bon, nous, dans notre image, on l'a mis en PHP 7.4, du coup. Et les LDAP, c'est du Perl, mais c'est pas grave. Ça marche quand même très bien. LSC, c'est du Java. Voilà, à peu près. Mais c'est pas grave. Ouais. Moi, j'ai deux questions, en fait. Ouais. Pour Whitepage et Service Desk, oui. Pourquoi c'est pas plutôt une évolution de Fusion Directory qui, pour moi, pourrait offrir ce genre de service? L'autre question que je voulais avoir, c'est justement concernant Perl. C'est plus un langage qui est très sexy, Perl. Ouais. C'est pas un peu difficile d'avoir des personnes qui viennent configurer le projet avec ce là? Bon, ok. Ouais, il y a deux questions différentes. La première, pourquoi on n'a pas fait évoluer Fusion Directory? Parce qu'en fait, la philosophie de Fusion Directory est d'être un outil d'admin complet de l'annuaire, alors que là, on avait besoin d'extraire des fonctionnalités très simples. Whitepage, c'est vraiment de la consultation. Si vous prenez Fusion Directory, vous pouvez le configurer pour faire que de la lecture, mais en termes d'ergonomie, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Et on a discuté quand même avec les gens de Fusion Directory, on se connaît, on boit des bières ensemble, etc., il n'y a pas de problème, mais on n'a pas les mêmes visions des choses. Donc on a préféré faire un outil
qui correspondait à ce qu'on voulait faire et qui est autonome. Voilà. Service Desk, là vraiment c'était aussi une vue très simplifiée de la gestion du statut du compte. Et là, j'avoue qu'on est en train de se dire, on va peut-être rajouter des fonctions de gestion qui vont peut-être venir un petit peu empiéter sur ce que peut faire un Fusion Directory. Mais c'est un peu la vie, en fait, c'est qu'en fonction des succès ou pas des logiciels et de ce que nous demandent nos clients, il y a des choses qu'ils vont préférer faire là-dedans plutôt que dans Fusion Directory. Donc voilà. Et la question de Perl, c'est une vraie question. En vrai, l'écosystème Perl, il est encore très dynamique. Mais c'est vrai que c'est très dur de trouver des contributeurs. Voilà, on fait avec. Il y a quand même des contributions, et on est une bonne équipe. Alors, il n'y a pas que Vortex qui contribue à Lemonade, mais une grosse partie de l'équipe de la core team de Lemonade est chez Vortex. On est quand même plusieurs à savoir faire du Perl là-dedans. Oui. Alors la question c'est est-ce que ces outils-là peuvent écrire dans Active Directory? Donc effectivement, Service Desk. Ouais. Alors, donc globalement, je résume la question, c'est compatibilité à Active Directory de ces outils-là. Donc le Service Desk, comme je l'ai dit, la version Git Master, elle est compatible. Et donc bientôt, c'est la 0.5 et la 0.6 sera compatible AD. Fusion Directory, 0. Fusion Directory est fait pour parler à un OpenLDAP et aujourd'hui, on ne pourra pas parler à autre chose. Par contre, WidePage est déjà compatible Active Directory, déjà aujourd'hui. LemonLDAP est déjà compatible Active Directory aujourd'hui. Donc la plupart des briques, à part vraiment Fusion Directory qui est vraiment fait pour administrer un OpenLDAP, tout le reste en fait va être compatible Active Directory. 1 minute. Du coup, c'est intimidant. Après, je suis là encore, donc on peut se croiser. Ouais. Voilà, 1 minute, je ne vais pas y arriver. Est-ce que le nom de LemonLDAP est bien choisi? La réponse est non. C'est qu'il y a 20 ans, quand il est né le logiciel, effectivement, son back-end d'authentification principale, c'était LDAP. Et aujourd'hui, on fait 30 000 trucs, de la base de données, on est compatible LinkedIn, SAML, enfin bref. Donc oui, ça s'appelle LemonLDAP, mais ce n'est pas un annuaire LDAP. Et le nom est très mal choisi. Et c'est vrai. On va conclure là-dessus. Merci.